Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana. Je suis extrêmement excité de vous retrouver ce soir ou ce matin, tout dépend de l'heure où sortira cette vidéo, car hier soir a eu lieu le premier Lorecast, l'émission où Ravensburger, Lorcana, dévoile tout un tas d'annonces sur le futur du jeu. Et hier soir évidemment c'était la folie. Ils ont annoncé entre autres, avant de commencer le 7.4, les challenges Disney Lorcana, et ils ont aussi reveal quelques cartes. On va immédiatement passer aux news du coup, avec tout d'abord le trailer de la prochaine extension de Lorcana, et je me tais. Les illumineurs. Oh. Pardon. Oh, Ariel. En version footboard. Jetsam et Flotsam. Oh là là, ils sont nombreux. Mulan aussi. Ah, waouh. La Ursula diabolique. Ursula's Return. Voilà le nom de la prochaine extension de Lorcana, le 7.4, avec un trailer en tout cas qui annonce beaucoup de bonnes choses, notamment en fait l'arrivée en tout cas d'un lore plus riche et plus présent qu'avant. On va passer immédiatement à les annonces liées au 7.4, le retour d'Ursula. Donc on peut voir qu'il y a la Ariel Floodborn qu'on a vu, une Sisu qu'on n'a pas encore vue, et évidemment Ursula en tant que personnage principal. Alors, qu'est-ce qu'on apprend déjà? Que la sortie aura lieu le 17 mai 2024 en boutique spécialisée et le 31 mai 2024 partout. Ensuite, on a un petit texte d'ambiance. Une tempête s'est abattue sur le royaume enchanté de Lorcana. Une puissante glimmer d'Ursula, échappée du grand Illuminarium, est désormais prête à mettre ses plans à exécution. Jusqu'où la sorcière des mers ira-t-elle pour régner sur tout Lorcana? L'histoire prend enfin un peu de saveur. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Les produits en vedette, on commence avec les 3 boosters. Ils sont vraiment, le motif d'écriture est vraiment super beau, avec du coup les 3 personnages qu'on a vus. On aura évidemment un coffret cadeau et 2 decks de démarrage, un bleu-gris et un jaune-violet, avec, on peut le voir ici, les personnages d'Encanto qui arrivent enfin dans Lorcana. On le voit du coup ici avec les nouveaux personnages, les boosters, le trésor des illumineurs qui revient en français avec toujours les petits dés, les 8 boosters, les plaquettes pour séparer les couleurs de nos cartes, et la magnifique boîte. Et surtout il y a on va sauter vite fait ce qui arrive en dessous, parce que moi j'ai vu le Lorecast. Là c'est un petit peu une version résumée que je vous en fais pour vous épargner 2h40 de vidéo très intéressante au demeurant. Mais on va passer tout de suite j'ai passé vite, vous avez fermé les yeux. On passe tout de suite aux accessoires qui vont arriver avec le 7.3, et on voit qu'il y a deux tapis avec des illustrations des anciennes
des anciennes extensions et notamment la fée clochette. Ils ont insisté un peu dessus pendant le lorecast en expliquant que c'était vraiment un personnage emblématique du jeu. Ils ont raison, beaucoup de gens considèrent que c'est quasiment la plus belle illustration du jeu. Moi non, je préfère largement le Jafar illusionniste, mais il faut avouer quand même que cette carte est vraiment chouette, ça donne vraiment la saveur de l'Orcana, je trouvais très bien résumée dans cette carte. Ils ont donc décidé d'en faire un tapis, tout comme la réponse artiste surdoué, je sais plus, je crois que c'est ça son nom, qui était aussi une carte promo lorsque vous gagnez certains tournois. On voit aussi l'arrivée des 2 nouvelles deckbox, ce sera la Blanche-Neige faisant un vœu et le nouveau Génie violet. C'est à peu près tout pour les accessoires qui ont été annoncés et on passe tout de suite aux grosses nouveautés. Une nouvelle manière de consommer l'Orcana et pas des moindres puisqu'il va s'agir d'un coffret qui s'appellera la quête des illumineurs. Menace des profondeurs, et c'est un mode non pas où vous allez vous affronter avec d'autres joueurs, mais un mode coop tout simplement. C'est très original. Comme c'est décrit ici, rassemblez vos compagnons illumineurs et illumineuses pour combattre Ursula en unissant vos forces, affronter non seulement la sorcière des mers en personne, mais également sa sinistre horde de glimmers envoûtés. On l'a vu dans la cinématique, les glimmers qui ont les yeux roses sont envoûtés, alors certainement par Ursula elle-même. Votre objectif est clair, mais la bataille demandera de la stratégie, de la bravoure et quelques amis. L'affrontement débutera en mai, puisque ça correspond à la sortie du set 4, le 17 mai. Donc en fait, voilà à quoi ça va ressembler. Le coffret est juste somptueux. Ils ont aussi expliqué dans le lorecast que ce serait via ce coffret qu'on pourrait en apprendre plus sur l'histoire de l'Orcana et ce qui se trame un petit peu depuis le set 1. Puisque vous pouvez le voir, on a des cartes rencontres ici qui vont vous raconter l'histoire. Du coup, ils n'ont pas voulu spoil, ils n'ont rien dit de plus. On a la carte boss, on voit ici quelques cartes, mais je vous réserve le reveal pour la fin de la vidéo. Et on voit aussi ici un petit coffret où c'est écrit, enfin un petit blister en tout cas, où c'est écrit dessus: seuls les vainqueurs pourront décacheter ce paquet et réclamer le prix qu'il contient. Ça aussi, c'est vraiment très intelligent. Bon, j'imagine que certains vont pas prendre le temps de jouer à ce mode-là, mais moi je vais le faire, je vais beaucoup apprécier, je pense. J'ai déjà la deuxième personne avec qui je vais jouer, évidemment. Là, ça c'est le pack d'Ursula, je crois que c'est... Voilà. Donc on va combattre Ursula, pour cela on va avoir 2 decks qui sont prédéfinis, avec 2 cartes légendaires dedans, 2 cartes légendaires du set 4 d'ailleurs, dont la Mulan vous allez voir plus tard, mais qui est vraiment très forte. Donc on aura 2 decks préconstruits et on va en fait affronter un deck avec un autre carte tout aussi beau, l'armée d'Ursula. Et en fait on sait pas encore exactement comment ça va se passer, mais j'imagine qu'à chaque tour on va jouer les cartes de son deck. Il y aura aussi plusieurs niveaux de difficulté en fonction de comment on veut consommer le jeu tout simplement. Moi je sais pas vous, mais moi ça me donne extrêmement envie. Le coffret est franchement sublime. On l'a vu un petit peu dans la vidéo, quand il tourne un peu, il est brillant, il est vraiment très beau. Le contenu a l'air assez qualitatif. On va enfin avoir un coffret qui mérite de contenir tout ce qu'il contient, enfin la place qu'il prend, parce que jusqu'à présent les coffrets sont quand même très grands et il y a peu de choses dedans. Là a priori ce sera plus le cas, il y aura des paquets de cartes, il y aura plein de choses, enfin ça va être juste incroyable. On va passer ensuite à la 3e méga news parce que là du coup c'était un peu une manière non compétitive de consommer l'Orcana, et ensuite ils ont annoncé comment allait se passer un nouveau... Oula, excusez-moi, ce n'est pas le bon truc, c'est pas grave, je vais tout de suite passer sur ce qui nous intéresse, le Lorcana Challenge qui aura lieu, donc ça c'est le nouveau format compétitif qui va être mis à l'honneur au mois de mai. Ils avaient annoncé, il y a les 7 championships en avril, le challenge en mai, ensuite il y aura les championnats régionaux et les championnats mondiaux. Et alors là il y a plein de news, plein de choses à dire. On va essayer de prendre tout ça un petit peu dans l'ordre.
en commençant par les dates. Donc ils ont annoncé les dates, ça va commencer en mai donc à Lille en France. A priori ce sera un tournoi où il y aura 500 places, il y aura 2 autres événements comme vous pouvez le voir qui vont être annoncés, donc pas de panique. Ça va être un petit peu la guerre je pense pour avoir des places. Lille, ça dépend où vous vous trouvez, ça peut être loin ou près. Il y aura peut-être des événements, j'imagine en tout cas, en Angleterre et probablement en Italie ou en Espagne, pour l'Europe en tout cas. Aux Amériques, ça se passe exactement à la même date pour Atlanta et ensuite le 9 et le 8 et 9 juin à Chicago. Il y aura par contre là 4 événements de plus qui vont être annoncés. Et qu'est-ce qui se passe dans ces tournois, dans ces Disney Lorcana Challenge? Eh bien en fait il va y avoir, alors vous voyez, incroyable, des cartes promo vraiment avec un look somptueux, un nouveau symbole de rareté comme vous pouvez le voir. Toutes les personnes qui arriveront à participer à ce tournoi recevront d'ores et déjà cette carte Dragonfire promo. Tout simplement magnifique, enfin moi je la trouve juste trop belle, c'est du full art, c'est vraiment magnifique. Ensuite pour ceux qui auront la chance de se hisser dans le top 64, vous pourrez remporter le Let It Go en version pareille, je sais pas comment elle s'appelle, c'est pas une version enchantée, c'est une version encore différente, et j'ai pas retenu le nom, vraiment magnifique. Ensuite pour le top 32, ce sera la Cendrillon, celle que tout le monde espérait voir en enchanté. Elle arrive finalement dans une version promo tout simplement somptueuse, j'espère qu'ils en feront plus à l'avenir, des cartes comme ça. Le full art est magnifique, le côté où l'illustration déborde sur la textbox, c'est magnifique. Alors j'imagine même pas quand on l'aura en main, là tous les petits effets de foil sont vraiment super beaux. Ensuite pour les 16 meilleurs joueurs, vous aurez la chance de gagner une Rapunzel en version pareille, en version promo. Et pour les 4 premiers, si j'arrive à passer à l'image suivante, vous aurez la chance d'avoir une carte dont le design n'a pas été encore révélé. De ce que j'en ai noté, j'essaye de retrouver mes notes. Allez. Il s'agira d'un Mickey Mouse brave petit tailleur, sérigraphié, illustration évidemment unique, enfin original pour la carte. L'artwork sera révélé bientôt comme écrit ici, mais étant donné que c'est sérigraphié, on sait déjà que cette carte va valoir une petite fortune et qu'elle sera certainement la plus belle carte de l'Orcana à ce jour en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, la dernière chose, c'est le tapis, un nouveau tapis Lorcana Challenge qui sera offert, alors là on ne sait pas, enfin ou tout du moins moi je ne sais pas si ce sera offert au top 1, top 2, top 3, top 4, j'imagine que ce sera peut-être offert au top 16 étant donné... Pardon, je suis fatigué, ça a été une très longue soirée, étant donné que ce sera que ça correspond à l'illustration du top 16, mais voilà, le Lorcana Challenge, ça va être tout simplement incroyable. Il y a eu plein d'autres news, notamment sur le type de format qu'il y aura pour ces Lorcana Challenge, puisqu'il ne s'agira pas de Best of 3, mais bien d'un Best of 2. Non, vous ne rêvez pas Best of 1 ni Best of 3, mais Best of 2. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont expliqué assez longuement, et franchement ça a l'air plutôt pas mal. En fait, c'est l'idée, c'est d'empêcher les gens, enfin, de faire en sorte que les gens jouent au jeu plus que jouent pour le tournoi. Alors, je m'explique, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui faisaient des draws à certains moments dans les tournois pour essayer d'augmenter pour essayer de gagner des points et se qualifier pour les top 16, top 8, etc. Donc ça, ils aiment pas trop, ils préfèrent que les gens jouent au jeu plutôt que jouent pour le tournoi. Ensuite ils veulent aussi éviter les joueurs qui drop, puisque dans ce best of 2 en fait ce qui va compter c'est non pas le résultat du match, victoire ou défaite, mais bien le nombre de parties que vous allez gagner. Par exemple si vous faites 1-1 lors d'un best of 2, c'est-à-dire que vous gagnez la première, vous perdez la deuxième, vous gagnez 1 point. Si vous gagnez 2-0, vous gagnez 2 points. Si vous perdez 0-2, vous marquez 0 points. Donc là, de ce point de vue-là, gagner 2-0, c'est toujours aussi intéressant que lors d'un best of 3, puisque ça rapporte tout le temps plus de points. Mais par contre, ça permet aux joueurs par exemple qui dans un best of 3 perdraient 2-1, ici il y aura par exemple 1-1, ça permet quand même d'avoir un intérêt à jouer le match et à vraiment essayer d'avoir le plus de points.
J'essaye de relire mes notes en même temps, excusez-moi. Donc en fait voilà, ils veulent pas de draw. Les rondes suisses, en fait, le problème qu'ils ont expliqué, c'est que les rondes suisses, on s'intéresse au niveau des joueurs qu'on a gagnés. Là du coup, si on gagne des matchs, peu importe qu'on perde la partie le best of two, on gagnera quand même des points. Ça peut permettre d'éviter aussi les drops trop prématurés dans les tournois où dès qu'on a perdu globalement 2-3 games, il y a beaucoup de joueurs qui drop parce que ça sert plus à rien, on n'a plus aucune chance de se qualifier. Là, étant donné que chaque victoire compte, chaque partie devra être jouée pour essayer de gagner des points, donc ça peut être vraiment très intéressant. Ils ont fait tester évidemment ce format compétitif à plein de gens. Les gens ont trouvé ça plutôt intéressant. De prime abord, certains n'étaient pas hyper chauds, étant donné que le best of three, c'est un peu le format classique du genre. Ils ont remarqué qu'en faisant ça, il y avait moins de drop et moins de draw. Et aussi, l'autre chose qu'ils ont mis en avant, c'est que il n'y a pas que les joueurs compétitifs dans leur canal, il y a aussi les joueurs casual. Et les joueurs casual, quand ils vont dans des compètes, en gros, ils avaient quasiment aucune chance. Et puis le système était un peu flou. Il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas comment ça marchait les rondes suisses. Oui, j'ai gagné le match, mais je comprends pas, je suis quand même mal placé. Là, en fait, c'est un système clair pour savoir exactement à chaque instant où on en est. Chaque victoire compte, vous rapporte un point. Du coup, vous pouvez voir le classement un petit peu. Ah, si je gagne encore une partie ou 3 parties en 4 matchs, par exemple, je peux me qualifier dans le top 16. Donc pour eux, ça leur paraît plus intéressant. Le feedback des joueurs compétitifs était plutôt bon. Il n'aimait pas en fait le fait de bon, ça j'ai déjà dit, que je relis mes notes en même temps, je suis désolé si c'est un peu confus. En fait, ils veulent pas que en fait, ça donne des objectifs à tout le monde. Voilà, je m'y suis enfin retrouvé avec notamment les cartes qui sont offertes à chaque palier. Ça permet de visualiser où on en est. Ah, si j'arrive à gagner 2-0, je peux me qualifier pour le top 64 et choper mon libéré délivré. Pareil pour la suite. Pour eux, en tout cas, ça leur paraît beaucoup plus intéressant, tout du moins c'est comme ça qu'ils vont le faire pour les challenges. Pas de panique, ça ne change rien pour tous les autres tournois comme les 7 championships ou les tournois de ligue, chacun fera comme il veut. Si ce format devient populaire, et ben ce sera best of 2 qui prendra le pas sur le best of 3 si ça plaît aux gens. Si les gens préfèrent faire un best of 3, ils feront toujours un best of 3. En fait, ils essayent vraiment de trouver l'alliance parfaite entre les joueurs compétitifs et les joueurs casual. Ils ont bien insisté à la fin qu'en fait ça ne changeait rien par rapport au best of 3. Si on gagne 2-0, c'est toujours mieux que de faire 1-1. C'est juste que voilà, ça permet d'enlever certains biais. L'autre info qu'ils ont donné en parlant de ces challenges Lorcana, c'est qu'ils sont encore en train de travailler sur le système de judge à Lorcana. Les infos seront sur leur site au plus vite. C'est en cours, normalement tout sera au clair pour les Lorcana Challenge. Donc pas de panique de ce point de vue là. C'est à peu près tout pour ce que je peux dire sur les Lorcana Challenge. J'essaye de faire une vidéo assez courte pour ne pas vous prendre trop de temps. On va passer immédiatement au reveal des cartes qui a eu lieu. Il y en a eu pas mal et on va commencer avec Luisa Madrigal, donc de la série Encanto. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup des Madrigal. On voit qu'ils ont leur propre petit nom dans le type de carte. Donc on commence avec Luisa Madrigal, c'est une 4-3 qui leur 1 qui est pour 4 non ancrables et qui a charge. C'est les mêmes stats qu'une Madame Mime Renard, sauf que ça coûte 4 et que c'est non ancrable. Est-ce que ça va justifier le fait de les jouer? Est-ce que le nom Madrigal sera suffisamment fort pour qu'elle prenne la place de Madame Mime Renard? Réponse à suivre. Là comme ça en tout cas, sans avoir pu tester les decks, j'ai tendance à dire que c'est une mauvaise carte, mais comme tout le temps il faut attendre de tester pour savoir. On enchaîne immédiatement avec une Anna qui brave la tempête. Pour 2 ancrables, une 1-4 qui leur 1. Si vous avez un autre personnage héros en jeu, ce personnage gagne plus 1 de l'or. Donc globalement c'est une 1-4 qui peut l'aurer 2 si vous avez un autre héros. Ça peut faire pas mal de choses. Ça peut être un très très bon T2, ça peut être un
Une très bonne carte, on imagine notamment dans les decks plutôt orientés aggro, avec un sous-thème héros. On avait déjà plus ou moins commencé à voir un sous-thème vilain, enfin méchant. Là, ça semble être plutôt orienté sur le mot-clé héros, donc pourquoi pas. Elle est en crabe, donc elle a des bonnes stats. Si on veut l'aurer, en tout cas, elle a des bonnes stats, vu qu'elle résistera pas mal aux assauts de vos adversaires. Si elle leur 2, c'est encore mieux. Je pense que c'est une carte pas trop mauvaise, qui pourrait trouver sa place dans des archétypes aggro, à base de bleu évidemment. Ensuite on a cette carte qui est tout simplement géniale, qui va venir renforcer l'archétype jaune gris Song. C'est Ariel Sonic Warrior pour 6 ancrables, une 3-8 qui leur 2, déjà c'est des énormes stats. Elle se shift pour 4 et à chaque fois que vous jouez une chanson, vous pouvez payer 2 pour coller 3 de dégâts au personnage de votre choix. De la gestion de board encore en gris jaune, c'est très très bien, d'autant plus qu'elle se shiftera à merveille sur l'Ariel jaune qui permet déjà d'aller chercher une chanson et de la chanter au tour d'après. Franchement cette carte est globalement parfaite, enfin je n'y trouve pas de défaut, si peut-être qu'elle n'a pas assez d'attaque, mais ça lui permet de passer sous certains contrôles jaunes. Donc on va pas s'en plaindre. Par contre ça l'a fait se prendre de plein fouet Madame Médusa. Donc bon, il faut bien qu'elle ait des défauts, sinon ce serait tout simplement trop fort. Ensuite on a un nouveau madrigal, Bruno Madrigal pour 5 non ancrables, une 4-5 qui leur 1. Lorsque vous jouez ce personnage, le personnage de votre choix gagne. Lorsque ce personnage est banni durant un défi, vous pouvez le remonter en main juste pendant ce tour. Ça peut ouvrir la porte à des nouvelles façons de jouer violet, des nouvelles façons de jouer boons. Je pense notamment avec la mécanique qui consiste à défier les personnages adverses, notamment avec le Sharkan. Et bien peut-être que ce Bruno Madrigal pourrait offrir de beaux combos, de belles synergies avec ce principe-là. Ensuite, on a une Daisy Duck Lovely Lady, une tour 1-1-3 qui leur 1 classique. L'illustration est quand même vraiment très très sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je la trouve à la fois drôle et à la fois super belle. Ensuite on a Dingo Super Goof, donc je sais pas comment on traduit ça, une 2-4 pour 4 ancrables qui a charge. Lorsque ce personnage en défie un autre, lorsque ce personnage défie, ouais voilà, c'est juste lorsqu'il défie, c'est pas quand il tue. Lorsque ce personnage en défie un autre, vous gagnez de l'or, donc ça pareil dans la mécanique rouge où on essaye de forcer un peu les trades sur le board, ce dingue là en fait pourrait tout simplement être une carte à avoir absolument dans son pack. Ensuite on a une autre Madrigal, Dolores Madrigal pour 4 ancrables, une 3-3 qui leur 2, ça a des stats un peu moyennes. Heureusement que ça leur 2, et le texte dit: lorsque vous jouez ce personnage, si un adversaire a un personnage épuisé en face, vous allez pouvoir piocher une carte. C'est marrant, ça peut commencer à faire un petit peu réfléchir l'adversaire sur est-ce que je pars en lore, est-ce que je chante une chanson, est-ce que je prends le risque de lui donner une carte. Bon, ça reste qu'une seule carte, mais n'empêche que ces nouvelles un peu mécaniques qui vont un peu embêter l'adversaire pendant son tour de jeu, ça peut être très intéressant. J'aime bien la carte, à voir si elle trouvera sa place dans un deck. Les stats sont un peu faibles, elle leur 2 heureusement, je ne sais pas, je ne suis pas devin. Ensuite on a Félix Madrigal pour 3 ancrables, une 2-4 qui leur 2 sans texte. On a déjà vu ça je crois avec Nala et Lilo en gris. Bon bah voilà, c'est une carte vanilla, ce sera peut-être ce sera sans doute fort en scellé, en construit beaucoup moins. Maintenant que le jeu s'étoffe de plus en plus, les cartes qui n'ont pas de texte manquent un peu de piment. Ensuite on a un Hans Noble Kundrel, alors pareil je ne connais pas la traduction, pour 3 ancrables, une 3-2 qui leur 2. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un prince, une princesse ou une reine en jeu, vous allez gagner immédiatement un de l'or. Intéressant comme mécanique, pareil ça va... Bon lui c'est un méchant mais ça va peut-être pousser un petit peu cet archétype princesse et reine. Intéressant en tout cas de pouvoir gagner du lore, encore une fois d'une manière un peu alternative.
Je suis désolé, je suis très fatigué. Il est temps que j'aille me coucher. Julieta Madrigal pour 3 ancrables, une 1-4 qui leur 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez enlever jusqu'à 2 jetons dégâts d'un de vos personnages. Si vous avez enlevé des jetons dommages de cette manière, vous pouvez piocher une carte. Ça ressemble un peu à une réponse du pauvre, parce que tout simplement parce que vous allez piocher qu'une carte au lieu d'en piocher 2 ou 3 si c'était une vraie réponse. Elle lore que 1 au lieu de lorer 2, elle est 1-4 au lieu d'être 1-5, mais elle arrive au tour 3. Donc est-ce que cette différence lui permettra d'être jouée? Est-ce que le fait qu'on pioche qu'une carte, de pouvoir en piocher plus avec une réponse, je pense que réponse lui sera toujours préférée, surtout qu'en T3 on a quand même souvent beaucoup de cartes, mais ça peut permettre de jouer des decks des fois un peu moins chers si on n'a pas les réponses et si on n'a pas envie de mettre cher dans une carte. Louisa Madrigal, on l'a déjà vu, c'est la première, et on passe au dernier reveal, et on va commencer très fort avec une légendaire, la première légendaire du set 4, qu'on retrouvera du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le pack avec Ursula, le pack coopératif. C'est une 1-3 pour 2 ancrables. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage nommé balai magique en jeu, vous allez pouvoir piocher une carte. Il lore 1, mais si vous avez 2 ou plus balais magiques en jeu, ce personnage va lorer pour 3. C'est intéressant de voir des légendaires qui coûtent si peu cher et qui sont ancrables. Là pareil, vous allez voir, je crois qu'on n'a pas encore vu la carte, mais ils essayent de pousser un petit peu cet archétype balai. Moi ça me va, c'est un archétype qui me plaît, j'aimerais bien voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Et là si on commence à avoir des cartes qui synergisent avec les balais, bon là ça a l'air de s'orienter plus vers un deck aggro plutôt que contrôle balai. À voir quand même si... Enfin, c'est ce que je vois en tout cas à première vue. Je me trompe peut-être. Mais voilà, une nouvelle carte enchantée avec des nouveaux... Alors ils ont expliqué, c'est pour symboliser un peu le côté les encres de Ursula qui viennent un petit peu s'emparer de toutes les cartes. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est sur toutes les cartes qu'il y a dans le set coopératif. Je trouve ça plutôt chouette. Je sais pas si elles l'auront aussi quand on les... Ah oui, non, c'est même pas une légendaire du set 3, 223. Donc ça, c'est vraiment une carte... C'est pas une des 12 légendaires qu'il y aura dans le set 4, c'est une carte qui est vraiment spécifique au coffret Ursula. D'où les taches d'encre qui sont au-dessus. Mais voilà, ça reste une carte intéressante. Je pense qu'elle pourrait être jouée en format construit de manière classique. À voir si c'est la même si la version en tout cas légendaire du set 4, donc qui sera dans les 204 premiers numéros, aura ces marques-là ou pas. On passe ensuite au Mickey Mouse. Ah oui, vous voyez, toutes celles qui ont les marques du set d'Ursula ont l'air d'être des cartes qui sont après les enchantées. D'ailleurs, ça peut donner une idée. Là, c'était 224, donc je crois qu'il y en avait que 22. Donc il doit y avoir 2 cartes peut-être qu'on n'a pas encore vues. Bref, Mickey Mouse, sorcier joueur. Pour 5 ancrables, une 3-4 qui leur 2, qui se shift pour 3, qui a résiste 1. Ça fait pas mal de choses. Et en plus, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez faire des dégâts à un personnage choisi égal au nombre de balais que vous avez en jeu. Donc là, on sent que le combat contre Ursula va être très orienté balai, notamment pour un des deux decks, donc celui qui va jouer Yen Sid et Mickey Mouse sorcier. Carte intéressante, est-ce qu'elle sera jouée en construit? Je ne sais pas. Je ne suis pas un deck builder de génie. Donc ça a bien l'air d'être ça. Celles qui n'ont pas les marques, c'est les cartes, les vrais reveals du set. Celles qui ont les marques, ça a l'air d'être les reveals un petit peu du coffret cadeau. On enchaîne avec Mirabelle Madrigal pour 5 non ancrables d'une 3-5 qui leur 2, qui a support. Lorsque ce personnage part à l'aventure, vos autres personnages Madrigal gagnent +1 de l'or ce tour-ci. Oh mon dieu, désolé, je suis fatigué. Et ben, pourquoi pas avoir. En plus, elle a support, donc ça peut permettre de faire pas mal de choses. Si on a suffisamment de personnages Madrigal en jeu, bien évidemment, ça va être très très fort. Elle est non ancrable, c'est un peu son défaut. Je sais pas si la mécanique Madrigal sera forte. On a eu la mécanique Dalmatien au set 3, la mécanique Nain au set 2. C'est toujours la couleur jaune.
qui a l'air de bénéficier de ces decks un peu tribaux, à voir si ça marchera ou si ça ne marchera pas. On enchaîne avec l'autre légendaire du set du pack Ursula. Elle est tout simplement magnifique et elle est aussi très très forte, je trouve. Pour 6 ancrables, une 2-6 qui leur 2, qui se shift pour 5. Dont le texte dit si vous avez joué ce personnage en utilisant sa capacité d'alter, pour la jouer, elle gagne plus 3 d'attaque pendant ce tour, donc ça devient une 5-6, et c'est d'autant plus fort avec sa capacité triple shot qui, pendant votre tour, lorsque ce personnage inflige des dégâts à un autre personnage dans un défi, vous allez pouvoir infliger le même nombre de dégâts jusqu'à 2 autres personnages. Donc en gros elle tape un peu 3 fois, triple shot, c'est logique. Ça rappelle un peu des compétences qu'on avait sur Hearthstone où on pouvait taper une créature et les deux d'à côté. Là c'est encore plus fort parce que vous allez en taper une et vous allez pouvoir choisir lesquelles autres vous allez cibler. Une carte qui va être, je pense, jouée en rouge, parce que tout simplement c'est de la gestion de board qui est assez violente. Vous allez pouvoir faire globalement 5 de dégâts à 3 créatures juste en attaquant avec une seule de vos créatures. Ça a l'air assez puissant. Ensuite on a une nouvelle réponse en bleu cette fois. Je crois que c'est la première fois qu'on a une réponse autre que jaune. Peut-être en rouge il y en a une. Je crois qu'il y en a une en rouge, cette 1. Une 3-5 pour 5 ancrables qui leur 3, c'est beaucoup. Tant que vous avez un personnage nommé Pascal en jeu, ce personnage gagne hors d'atteinte. Pour l'instant, on n'a que un Pascal en violet, qui est déjà pas mal et qui est déjà souvent joué. Peut-être la naissance d'un deck bleu-violet. En tout cas, elle a tout pour faire partie de l'aventure. Et ensuite je crois que c'est la dernière carte qui a été révélée, le trident de Triton pour 2 ancrables, un objet violet, qui dit lorsque vous bannissez cet objet, vous pouvez choisir un personnage qui gagne +1 ce tour-ci pour chaque carte dans votre main. Ça peut être très fort, surtout que le violet a tendance à piocher beaucoup. Ça va vous permettre globalement de pouvoir aller chercher des créatures en face. Bon, il faut payer 2, bannir cet objet. J'aime bien l'idée en tout cas que plus on a de cartes en main en violet, plus on peut faire des effets forts. Là ça peut permettre de nettoyer, d'aller chercher une créature qui nous embête. Je trouve ça plutôt pas mal. Et voilà, c'est tout pour cette espèce de résumé un peu rapide et j'espère assez clair de ce qui s'est dit pendant ce lorecast. Je sais pas vous, moi ça m'a grave hypé pour les challenges, ça m'a grave hypé pour évidemment le mode coop. Les reveals qui commencent à tomber ont l'air eux aussi tout aussi délicieux. Bref, je suis super content de ce que j'ai vu, j'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires évidemment. Je vous laisse, vous l'avez vu tout au long de la vidéo, j'ai besoin d'aller me coucher. J'espère que vous apprécierez ce genre de contenu. J'essaierai de le faire peut-être un peu plus travaillé les prochaines fois. Là j'ai été un peu pris de court. Je pensais pas qu'il y aurait autant de news dans cette émission. Bref, j'arrête de parler et je vais aller me coucher. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée, tout dépend du moment où vous choisirez de regarder cette vidéo. Allez, salut!